L'éducation permet à chacun d'entre nous d'apprendre et comprendre les bases du monde qui nous entoure. Le savoir est une force qui fait la différence. Pour l'acquérir, il n'y a pas de secret. C'est le partage d'expériences des anciens qui va permettre aux nouvelles générations de s'éduquer grâce à leurs connaissances. Cependant, rien n'est jamais facile. Il n'existe pas de technique universelle ou 100% efficace pour tous les enfants du monde. Chaque pays a sa propre manière d'éduquer. On retrouvera pas mal de similitudes dans certains pays. Par ailleurs, les moyens financiers liés à cet apprentissage jouent un rôle essentiel dans l'efficacité de cette transmission. Éduquer son propre enfant à la maison est une chose, mais l'éducation que l'école apporte en est une autre. Ici, comme partout ailleurs, des moyens financiers sont obligatoires, comme les infrastructures, les professeurs ou le matériel. Sans cela, les choses deviennent compliquées. Malheureusement, dans certains villages aussi reculés du monde, les besoins se font ressentir. Mais ici, il existe des personnes qui œuvrent pour essayer à leur échelle d'améliorer ces conditions d'apprentissage. Je m'appelle J.C. Pierry, je suis photographe et réalisateur. Dans ce documentaire, je souhaite vous partager le projet de deux associations, Yega et Sourire d'enfant. En début 2021, l'association Yega m'a contacté. Je suis un ancien étudiant de l'école Kedge Business School à Marseille, c'est la raison pour laquelle ils me connaissaient. Ils m'ont proposé donc de rejoindre le projet en essayant de les aider, en créant du contenu photo et vidéo sur place pour pouvoir les aider ensuite à communiquer sur le projet pour les années suivantes et pourquoi pas aussi les aider à récolter des fonds. Yega, c'est une association qui a été créée en 2011 au Cameroun avec l'association Sourire d'enfant. C'est une association qui est basée depuis 2014 sur les campus de Kedge Marseille et de Kedge Bordeaux et qui œuvre pour faciliter l'accès à l'éducation dans les zones rurales. Elle œuvre également pour faire connaître la culture camerounaise en France par la récolte de fonds et des divers événements tout au long de l'année en France. Sourire d'enfant, c'est une organisation qui a été créée dans l'objectif de faciliter l'accès à l'éducation en zone rurale. Donc il est question justement de travailler dans l'infrastructure et plus tard dans la sensibilisation. Je suis d'abord le fondateur de l'ONG Sourire d'enfant. Donc ça va faire environ 10-11 ans que j'ai créé l'organisation et on travaille particulièrement dans le but de venir en aide aux enfants défavorisés. L'aide apportée par la structure que je gère en fait prend plus forme de construction d'écoles, de rénovation d'écoles, de sensibilisation et de dons de matériel didactique et de tables bancs. Dans la structure, en fait, dans ce projet-ci, je sers plus, on va dire, d'accompagnateur pour les jeunes parce que là, il s'agit d'un projet de solidarité internationale qui met en exergue deux groupes d'individus, c'est-à-dire des Français de l'école Kedge Business School et des Camerounais. Donc du coup, moi, je sers un peu d'accompagnateur pour essayer de montrer ce qu'il y a à faire aux deux groupes et accompagner les deux groupes dans la réalisation justement du chantier. Yega, plus simplement, a été initié par deux potes, deux étudiantes, je crois c'est en 2010, de Kedge Business School à Marseille et une autre à Nantes. Donc c'est deux amis qui ont eu à faire des projets au Cameroun pendant, je crois, 2 ans successifs. Ils ont décidé pour dire merci au Cameroun de créer le projet Yega. Donc Yega, c'est en langue bastard qui veut dire tout simplement merci. Dès notre arrivée à Yaoundé, donc au Cameroun, c'est allé très rapidement parce qu'on s'est levé très tôt, on a pris de suite la voiture pendant des heures et ensuite on est rentré dans le vif du sujet, dans la vie à la camerounaise, puisque au dernier moment d'un coup on apprend qu'il va falloir qu'on prenne des motos pendant plus de 20 km avec nos valises dessus, bien sûr sans casque. Donc ça a été déjà la première aventure à peine arrivée au Cameroun pour pouvoir rejoindre ce village qui est complètement excentré, où il n'y a rien là-bas. On savait qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'électricité ou très peu dans notre maison. Et de suite, en fait, ça nous a permis de rentrer dans le vif du sujet et de rencontrer les filles qui étaient déjà sur le chantier. Ça y est, on arrive.
On a pu donc découvrir toute l'équipe de Sourire d'enfant, des hommes camerounais qui étaient déjà sur place, et aussi forcément toute l'équipe de Yega Bordeaux, dont 7 filles. Et on a pu voir aussi l'avancée des travaux parce qu'on savait qu'elles étaient là depuis pratiquement 3 semaines déjà, et elles ont réhabilité pratiquement entièrement toute une école, et donc 3 classes. Et pour nous, en fait, il nous restait simplement en soi à faire la chose sur les murs, un peu de peinture et un peu de finition. Et donc, on a documenté un petit peu tout ça et on a essayé de les aider aussi, de mettre la main à la pâte pour finaliser au plus rapidement ces travaux avec eux. Je crois que c'est là que ça va se passer. Eh ben, pas mal du tout. Wow. Après plus de 10 ans à avoir rénové des écoles dans l'ouest du Cameroun, l'association Yega et Sourire d'enfant ont décidé de mener un nouveau projet dans le sud du Cameroun, à la frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale, dans le village d'Embam et Saobam. Nous avons donc rénové un bâtiment de 3 salles de classe qui était abandonné depuis 2012. Donc c'est un bâtiment qui sera destiné aux classes de primaire du village. Cette année, l'équipe de Yega était composée donc de 7 personnes sur place. Il y avait moi en tant que chef de projet. Il y avait également Pauline, les 2 Camille, Maëlys, Julie et Vanessa. Forcément, dans un village qui est complètement excentré du monde, on savait bien qu'un groupe de blancs qui allait arriver, ça allait attirer l'œil et je savais que ça allait faire exactement comme à Madagascar avec les enfants, qui allaient venir à fond avec nous pour pouvoir regarder le matériel. On avait des grosses caméras, on avait le drone et pour eux, c'était fantastique. C'était peut-être la première fois de leur vie qu'ils voyaient du matériel comme ça. Et donc voilà, c'est à chaque fois un énorme plaisir de pouvoir les photographier, les filmer, jouer avec eux, leur partager ça. Et il y a une chose que je fais maintenant sur tous mes voyages depuis que j'ai voyagé au Vietnam et que je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir leur laisser des photos, c'est d'avoir un Polaroid avec moi pour pouvoir les photographier moi avec mon appareil photo, d'avoir mon propre souvenir que je peux partager et aussi leur laisser un souvenir à eux très très simple et qui à mon sens est le meilleur des souvenirs qu'on peut leur laisser parce que je pense, et ça a été le cas à Mada par exemple, qu'ils n'ont aucun souvenir d'eux, ils n'ont peut-être pas de photos d'eux-mêmes et surtout certains d'entre eux ne se sont peut-être jamais vus, ne savent peut-être pas à quoi ils ressemblent. Je l'ai déjà vécu dans certains pays où en fait ils n'ont aucun miroir et les seuls reflets d'eux qu'ils ont c'est soit dans l'eau, soit dans des objets en métal. Donc quand on peut leur donner une photo avec visuellement à quoi ils ressemblent, je pense que c'est le meilleur des souvenirs et surtout pour les gamins, quoi. Alors on en est où donc là on est en train de finir la première couche de chaux dans la première salle de classe. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Bon, on fait avec les moyens du bord comme vous pouvez le voir. Mais ça va. Ensuite enchaîner sur les deuxième et troisième salles avant de commencer par la peinture. Lorsqu'on est arrivé le premier jour sur le chantier, on a pu voir qu'il y avait des trous, qu'il n'y avait pas de fenêtres, qu'il y avait des trous sur les murs et sur le toit. Donc on a décidé de louer un moule pour faire des claustras et des parpaings. Les claustras c'était pour pouvoir faire des fenêtres et les parpaings c'était pour combler les trous sur les murs. Et donc ça a été une épreuve qui a été très physique on va dire, puisque ça a duré très longtemps sur ce chantier. Alors le gros du chantier c'est quand même articulé autour de tout ce qui va être maçonnerie. Donc on était accompagnés de techniciens qui nous ont aidés pour faire les murs, notamment le crépi et également les sols ainsi que les claustras, donc c'est les fenêtres des écoles en Afrique. Généralement, la journée commençait vers 8 h. On passait une bonne partie de la journée au chantier. Vers 15 h, on rentrait pour manger un petit bout et découvrir un petit peu les cultures du village, les gens qui nous apportaient parfois des fruits ou de la nourriture, donc découvrir toutes les traditions camerounaises.
Notre première étape quand on est arrivé sur le chantier, c'était de niveler les salles de classe et pour cela on a dû piocher et remblayer notamment pour construire des estrades. La première difficulté qu'on a pu rencontrer sur le chantier, ça a été la charge physique. Par exemple, des grosses brouettes de sable ou de terre à porter, certaines n'avaient pas la capacité de le faire, mais c'est pour ça qu'on s'entraidait et que chacune se répartissait les tâches. Tout à l'heure, dans l'après-midi, entre 14 et 15 heures, on a prévu un match de football avec les gars du village pour essayer de créer une communion entre le groupe Yega et Sourire d'enfants et les gens du village. Donc ça va permettre qu'on voit qu'il y a une communion entre le village, justement, et l'équipe qui vient participer aux activités sur le chantier. Et c'est pour célébrer un peu la fin, sur la fin du chantier, un peu la fin, histoire de montrer que la fin, il y a de l'effervescence sur la fin du chantier. Le problème principal qu'on rencontre quand on fait ce genre de chantier, c'est plus le problème de mentalité, parce que les villageois parfois ne comprennent pas que quand on vient dans un chantier faire un projet comme celui-ci, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc c'est des récoltes de fonds qu'on fait tout au long de l'année pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Donc il faudrait qu'on puisse sensibiliser les villageois pour qu'ils puissent modifier leur mentalité et pouvoir accepter qu'on puisse travailler de façon bénévole pour la communauté. L'autre type de problème qu'on rencontre aussi, mais c'est plus dans le brassage interculturel, parce que c'est des Camerounais et des Français qui se retrouvent dans un même environnement pour passer un mois ensemble. Donc il n'y a pas forcément la même façon de voir les choses. C'est pourquoi dès le départ, on essaye de faire un débriefing pour faire comprendre ça aux jeunes qui arrivent et aux jeunes qui seront sur le chantier, pour leur faire comprendre qu'il y aura forcément un problème de mentalité, mais la seule solution en fait c'est l'acceptation de la culture et la mentalité de l'autre. Les filles ont été au taquet, l'équipe SD également. Donc on a pu atteindre les objectifs. C'est bien parce qu'on a terminé avec le crépi déjà. Tout ce qui est maçonnerie, c'est déjà terminé. Il reste juste la peinture là. Et puis on sera bon. Nous on va faire ça, on va vous aider sur la peinture. Voilà, exactement. Aujourd'hui et demain, on va livrer le chantier. Bon, parfait. Et donc à la base, on partait d'un bâtiment qui existait, mais qu'il fallait rénover totalement, c'est ça? Oui, exactement. Alors le bâtiment, c'est un budget d'investissement public. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des gars qui ont gagné un marché public auprès du gouvernement pour construire un bâtiment de 3 salles de classe. Malheureusement, ils ont fait les choses, on ne va même pas dire à moitié. C'est un tiers en fait. D'accord. Oui, parce que là, le bâtiment, il n'est pas complètement terminé. Vous avez pu le constater. Il y a encore des petits trucs à rajouter là. Donc là, on a 2 bâtiments qui sont terminés. Là, c'est terminé. Juste là, c'est terminé. Ici, il y a le plafond qu'on ne va pas pouvoir toucher à cause du budget qui a été assez limité. Au niveau de la charpente, lors de nos prospections, les premières, avant l'arrivée de l'équipe de Bordeaux, on n'avait pas constaté que la toiture écoulait abondamment. D'accord. On n'a pas constaté. Donc, sur le chantier, on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Donc on a dû rajouter, ou plutôt dévier un peu notre budget. Du coup ça nous a pénalisé. Vous avez vu que le sable a suffi. C'est juste en fait. On ne peut même pas en avoir pour terminer les petits raccords. On s'est dit que l'année prochaine, pour la suite du projet, on va d'abord s'atteler à terminer ce bâtiment-là pour qu'il soit livré dans son entièreté. Et le reste des activités, ça sera pour après. Et donc là, niveau budget ici, combien à peu près vous avez besoin pour construire un bâtiment comme ça normalement? Pour la construction, parce que là on n'a pas construit, il y avait déjà une structure qui était posée. Pour la construction d'un tel bâtiment en réalité, s'il faut le chiffrer en euros, on va dire 45-50 000 euros. Un bâtiment de 3 salles de classe, parce que le CES que vous voyez de l'autre côté, en planche là, il n'a pas de bâtiment en fait. Il n'a été créé qu'administrativement. D'accord, Mais dans les faits, en réalité, il n'y a pas de bâtiment. Là, c'est l'association des parents d'élèves, avec les petits moyens qu'elle a, qui a pu donner ce bâtiment à l'établissement. Donc du coup, on espère qu'une fois que celui-ci sera rénové, ils vont peut-être prêter une salle de classe au CES, puisque c'est l'enseignement secondaire quand même. Ce serait vraiment dommage que des élèves de l'enseignement secondaire fassent cours dans ces conditions-là. C'est vrai qu'on voit que c'est pas du tout le même type de... Sinon, on peut aller on peut aller voir. On peut aller voir, bien sûr. Même au niveau des dimensions, il n'y a rien de normal, quoi. C'est tellement exigu, tellement serré. En fait, c'est quand pour nous, en fait,
européen, quand on regarde ce genre de salle de classe, on s'aperçoit quand même de la chance qu'on a d'aller à l'école. Exactement. Non, c'est vrai que c'est assez fou parce que nous, on a souvent les enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Et en fait, quand on voit ces conditions-là, enfin, on réalise que il faut y aller à l'école. Ah oui, exactement. Parce qu'il y en a, ils voudraient y aller et ils ne peuvent pas y aller, ou alors ils sont dans des conditions comme ça. Donc, Bah ouais. Et puis, moi, je l'avais vécu à Madagascar et j'avais vu des enfants ultra heureux d'être dans des classes, même juste comme ça, quoi. Donc, c'était... Donc l'objectif, en réalité, c'est d'essayer d'essayer de mettre les salles au niveau, quoi. Enfin, que les conditions de scolarisation soient plus ou moins acceptables. On veut pas, c'est pas le luxe. Oui, bien sûr. Mais qu'il y ait au moins un minimum de confort. Un minimum de confort. Qui puisse garantir la sécurité tant des enfants que des enseignants. C'est ça aussi, c'est la sécurité qui est importante. Exactement. Je suis Ndongo Zanga, ingénieur d'agriculture à la retraite. Je suis notable d'ici. Tout développement est d'abord intellectuel. Quand je vois une organisation comme la vôtre qui vient œuvrer pour former mes enfants, pour les éduquer, je dis, voilà les gens qui nous aiment. Parce qu'ils veulent qu'on se développe et ils s'occupent de notre intellect. Parce que l'un des freins, c'est que nos écoles sont délabrées. Vous avez vu le CRS. Ça fait que les jeunes, au lieu de rester ici, veulent plutôt aller dans des beaux bâtiments en ville, laissant le cadre qui est même approprié pour leur formation. Ici au village, il n'y a pas de distraction autre que l'école. Alors quand on vient construire nos bâtiments pour que nos enfants fréquentent sur place, je pense que le succès est assuré et le développement aussi. Là, c'est ce qui fait office de sonnerie, de jante. C'est vrai? Attends, tu vas voir. Ah ouais, ça je veux voir ça. Là. Exact. Ça, c'est la sonnerie. Ça, c'est incroyable. Non, mais ouais, c'est fou en fait de voir comment on se débrouille avec rien, quoi. Avec rien. Ouais. Mais ça fonctionne. Là encore, il y a l'avantage d'être dans une zone forestière. Ouais. Et du coup, le bois. Il y a du bois, ouais. Il y a du bois. On l'a à pas grand chose en fait. Ok. C'est moins coûteux que. Exactement, qu'à Yaoundé par exemple. Ouais. Parce que ce bois-là, pour construire une salle de classe comme ça, à Yaoundé, ça coûte une blinde quand même. Ok. Bon, là, on est en zone forestière, c'est le minimum que les forestiers puissent faire ici. Ouais. Ok. C'est quoi cet arbre là? Un manguier. Un manguier? Ouais. Manguier, là, on a des bananes plantains. C'est bien, il y a à manger pour les petits, ils sortent de l'école, ils prennent des mangues, des bananes. Quand c'est la saison, ouais. Quand c'est la saison, il y a la floraison et après des mangues. Donc là, nous, on est d'accord, on est en période, c'est plus la période scolaire, c'est pour ça qu'ils sont pas là. Non, c'est carrément les vacances. C'est les vacances, ouais. C'est les vacances. La plupart sont allés dans les grandes villes. Ils sont allés dans, ouais. Et d'autres sont dans les champs. Ok. Cultiver des tomates et... Donc les petits travaillent aussi, ils font ça, ils aident les parents un petit peu? Oui, beaucoup même. C'est vrai que là, le village, il a l'air un peu vide. Pourquoi? Parce que entre 6h et 14h, ils vont aider les parents dans les champs. Et ça, c'est là, normalement, vous mettez quoi, un drapeau? Oui, c'est ça. Le mât du drapeau. Le mât du drapeau? Le mât du drapeau. Ok. La levée des couleurs. En général, c'est le lundi matin qu'on lève les couleurs. Nous, vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose, en France, on n'est pas, moi, je trouve qu'on n'est pas assez patriotes. On met pas beaucoup notre drapeau en valeur. Chez nous, alors que dans beaucoup de pays que j'ai visités, je vois les pays qui mettent leur drapeau, qui sont fiers de leur drapeau. Nous, on a l'impression que c'est compliqué de le mettre en avant. Mais non, c'est bien. Ici, dans tous les établissements, il y a toujours... parce que, en réalité, le lundi matin, c'est la levée de couleurs. C'est une norme. Dans tous les établissements du Cameroun, le lundi matin. On monte le drapeau. Oui, on monte le drapeau. On chante l'hymne national, on fait le programme, on établit le programme de la semaine, en fait. Waouh, ok. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais je trouve qu'au niveau de l'éducation, ça, c'est important. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, même l'hymne national, on est fier de son pays, on est fier de son drapeau. Et non, bien sûr. Il faudrait que le reste suive, par contre. C'est sûr. Et au niveau des professeurs, ici, ce sont des vrais professeurs ou c'est souvent les parents? Là, on n'en parle même pas. Ouais. Là, c'est les maîtres parents en général. C'est les parents? C'est-à-dire que tous les enseignants qui sont commis par l'État, soit ils ne viennent pas. Parce que c'est trop loin, c'est pas la ville. C'est trop loin. Et
Pas juste parce que c'est trop loin, mais également parce que les nouveaux enseignants qui sont sortis de l'école normale, quand ils sont affectés dans les coins aussi retirés, ils n'ont pas le moyen de leur politique en réalité. Ils se prennent en charge eux-mêmes. Et c'est pas facile. Tu arrives dans un coin inconnu, un coin aussi retiré, et tu n'as pas de salaire, c'est pas facile. L'école au Cameroun, techniquement, c'est comme en France, c'est gratuit. Néanmoins, malheureusement, il y a des frais cachés qui sont de 15 € à l'année et certaines familles n'ont pas les moyens de payer ces frais, ce qui fait que leurs enfants vont plutôt au champ qu'à l'école car ils ne peuvent pas payer les frais de l'association des parents d'élèves. Donc là, c'est les parents souvent qui Là, c'est les parents aident. qui essayent parce qu'il y a des frais que les parents payent. On appelle l'APEE, l'association des parents, élèves et enseignants. Du coup, ça génère des frais. Pour le primaire, c'est entre 9 et 10 000. Le secondaire, on est entre 25 et 30 000. 25 et 30 000, ça fait pratiquement 50 € par parent. Ça permet justement de payer ces enseignants-là qu'on recrute localement. Ils sont à plein temps ou comment ils font? Oui, ils sont en plein temps. D'ailleurs, on a un parent qui nous a aidé, qui a été maçon là sur le chantier. Il est enseignant de maths physique. D'accord. Et donc au niveau du salaire, parce que moi j'ai cru comprendre que le SMIC ici c'était à peu près 50 €. Oui, mais il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Là, au niveau du salaire, en général, déjà à l'ouest, les gars avaient quoi? Un peu moins de 40 € par mois. Ce qui est compliqué, je pense. Déjà à Yaoundé, pour les enseignants du secondaire, que ce soit au premier ou au second cycle du secondaire, la moyenne c'est quoi? Ça fait 1500 francs, 1500 francs, c'est quoi en euros déjà? 1,50 € de l'heure. 3 € plutôt. Oh, ah, ok. Donc c'est pas... Ouais, je comprends, c'est sûr. Il faut juste avoir de la volonté, aimer ce que tu fais pour réussir à t'en sortir dans ce contexte. Le projet, dans cette localité, il n'en est qu'à ses premiers vagissements. Là, on a fait le premier jet. Lors de la réunion inaugurale avec les élites du village, on s'est dit que quand Sourire d'enfant, Yega, le projet Yega avec Sourire d'enfant arrive là, on est là pour au moins 5 ans pour développer un véritable programme, quoi. Les filles ont eu à tenir des entretiens, d'ailleurs elles en ont fait hier, des entretiens semi-directifs, histoire de savoir quelles sont les habitudes en termes d'hygiène et assainissement dans la localité. Ça nous permet. Vous avez pu constater qu'il n'y a pas d'eau déjà dans le village. Dans un contexte de pandémie, c'est un peu difficile en fait. Pas d'électricité non plus. Exactement, pas d'électricité. Pas d'eau. Je passe la question du réseau. Internet. Exactement. On peut oublier. On peut l'oublier. Les parents nous ont émis la volonté d'avoir au moins du matériel informatique. Mais à l'état actuel, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas très bien pour l'instant à quoi ça va servir. Donc, mais bon, on y travaille. D'accord. Donc ça, c'est aussi un futur projet, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'on a un programme qui va se déployer sur 5 ans. On va faire autant que faire se peut. En sorte que les enfants du village aient au moins la base en termes de normes éducatives. Bien sûr. Qu'ils aient au moins la base. Qu'ils soient au moins arrimés au niveau à la qualité éducationnelle qu'il y a à Yaoundé, dans les grandes villes à Yaoundé. Sinon après, à l'université, parce que c'est obligatoire, les universités étatiques, on en a que 10 en fait, dans les 10 régions. Quand ils remontent à Yaoundé et qui n'ont pas eu accès au même niveau, tant en termes de matériel didactique que autres, ils sont un peu décalés. Il y a un certain complexe qui peut naître en fait. Et ça peut tuer, comment on va dire, ton génie. Et puis il y a eu ce moment où on nous a dit, voilà, ils vont organiser un match de foot amical entre l'équipe des hommes du village et les hommes d'un autre village. Et là, ça a été incroyable parce que c'était un moment pour essayer de nous remercier tous d'avoir été là, de donner un petit peu d'animation parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur le village forcément. Les filles s'ennuyaient un petit peu sur place. Et ce match-là, c'était grandiose. Et en plus, ils m'ont proposé de pouvoir jouer avec eux, de mettre leur maillot à eux aussi. Donc moi, ça a été une expérience incroyable, sachant que j'adore jouer au foot. Partager ça avec les gens, c'est des choses par exemple aussi que je partage dans tous mes autres voyages. Parce que c'est simple et que ça permet de réunir un maximum. Et là, d'être avec eux, de les rencontrer, de pouvoir partager ce moment-là, de jouer sur leur terrain, sachant qu'on jouait sur un terrain qui était en pente, avec des trous, enfin on voyait un peu les conditions dans lesquelles ils étaient. Et on se rend compte aussi, en fait, même si c'était un simple match de football, en fait, on se rend compte des conditions dans lesquelles ils sont, même pour une simple passion. Et c'est là qu'en fait, on apprécie encore plus les choses qu'on a chez nous.
Et le fait de pouvoir jouer dans ces conditions avec eux, bah pour moi c'était une des expériences les plus importantes de ce voyage à mon sens. On arrive à la fin du match, c'était une super expérience de jouer avec les locaux. On mène 2-0, c'était vraiment génial. Et surtout qu'il y en a certains d'entre eux qui aident aussi au chantier qu'il y a ici. Donc on va se retrouver le lendemain et on va continuer la peinture. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de chantier. Donc après avoir blanchi les murs avec de la chaux hier, on a teinté la chaux avec de la poudre orange pour donner une couleur au mur. Et on a également peint les portes. Et donc ouais, c'est pour donner une belle façade à l'école. On va donner un petit peu la main aussi, il y a pas mal de terre à enlever. Et après peut-être qu'on va les aider pour la partie peinture, mais c'est au niveau du matériel, il n'y a pas beaucoup de matos. Donc on ne peut pas tous travailler en même temps, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais ça, c'est bon. Et donc on va enlever de la terre pour créer une tranchée. Au début, on était plus sur la partie documentaire, photo, vidéo, pour essayer de documenter un maximum ce qu'il y avait sur place. Et après, donc, on a aidé les filles, on a mis la main à la pâte. Et en fait, c'est vraiment quand tu fais les choses que tu te rends compte de tout ce qu'il y a derrière. Et quand tu commences à piocher, à faire la pelle, à nettoyer, à faire de la peinture, etc., sous la chaleur, franchement, tu te rends compte vraiment du travail que les filles ont fait pendant plus de 3 semaines juste avant. Et il y a très peu de gens qui les ont aidées sur le chantier aussi. Donc elles ont fait un boulot de dingue honnêtement et je pense qu'elles peuvent être vraiment fières d'elles. Là ça avance vraiment bien. Après la pioche, c'est place à la peinture. Et surtout que visuellement, là grâce à ça, on va voir vraiment la finalité de l'école. C'est cool. C'est un taf de fou parce que le problème ici c'est le manque de moyens. Tu vois là par exemple, ces tables on s'en est servi pour faire des échelles parce qu'ils n'ont pas d'échelle. Et après en fait on aurait pu les recouvrir avec une bâche pour pas avoir à faire tout ça. Mais il n'y a pas de bâche, il n'y a pas de balai, il n'y a rien. Donc en fait c'est du travail en plus à cause du manque de moyens. C'est un travail de fou quoi.
de chantier. Bonjour, je suis Majesté Bilé, chef traditionnel du 3e degré du village de Medjounou, c'est dans l'arrondissement d'Ambam. Et je voudrais ici dire toute ma satisfaction pour le travail que viennent de réaliser les deux associations Yega et Sourire d'enfants. Ils viennent de rénover un bloc de 3 salles de classe. C'est du travail bien fait et c'est tant mieux pour toutes les populations et surtout la population estudiantine de ce village-là. Et surtout, ce projet va continuer sur 5 ans puisqu'il se propose de rénover des salles de classe ou d'en construire dans les 2 autres localités que sont Ebozi 2 et Medjounou. Et vraiment, je redis ici toute ma satisfaction pour que le travail qu'ils viennent de réaliser. Merci. En 3 semaines, nous avons réussi à réhabiliter un bâtiment qui est aujourd'hui en état fonctionnel pour le village. Je suis donc très fière de ce que nous avons réalisé avec mon équipe. Personne n'a ménagé ses efforts tout au long du projet. Ce projet, j'en suis assez fière et assez satisfaite parce que très honnêtement, j'avais beaucoup de mal à y croire quand j'ai vu toutes les difficultés auxquelles on allait être confrontés. Et on est toutes fières du résultat, je pense. C'est pas parfait et ça pourra peut-être être amélioré à l'avenir, mais je pense qu'on a donné tout ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Donc je suis très satisfaite du résultat. Moi, je suis satisfaite de ce projet, mais malgré le manque d'argent, on n'a pas pu faire certaines finitions. Mais on sait que puisque c'est un projet pilote, on va revenir. Donc je ne pars pas avec du regret. Je suis très satisfaite du projet car j'ai conscience que c'est une expérience que je ne revivrai pas. C'est vrai qu'on a été immergé avec les populations locales pendant plus de 3 semaines et pour moi c'est vraiment une chance de pouvoir être immergé dans cette culture et pouvoir en apprendre plus tout en cherchant à aider les populations. On est content du résultat du chantier parce qu'on a quand même réussi à répondre à nos objectifs. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé, par exemple, qu'à l'intérieur des classes, quand on rentre, il y ait déjà les tables et les chaises qui sont installées, qu'on ait pu acheter du matériel comme des tableaux. Mais malheureusement, dû à toutes les petites péripéties, à toutes les petites galères du chantier, on n'a pas pu terminer. Mais on est très contente parce qu'on sait que l'année prochaine, il y a une nouvelle équipe de Yega qui va être sur le projet et qui va pouvoir terminer tout ça. Sérieusement, je suis à 100% satisfait du résultat final de ce projet parce que c'est un projet qui a été préparé, on va dire, en 3-4 mois. Non seulement le site du premier projet a été changé par rapport au conflit qu'il y a dans la zone nord-ouest, sud-ouest. Donc le projet a été changé, donc le site du projet a été modifié. Et modifié, préparé en 3 mois, on a réussi, malgré le budget très limité, à quand même donner 3 nouvelles salles de classe à un établissement qui n'en avait pas. C'est-à-dire le CES de Bamé-Sambam avait juste 3 salles de classe en matériaux provisoires. Et aujourd'hui, ils ont 3 salles de classe en matériaux définitifs. Et pour moi, c'est une satisfaction à 100%. Ça fait 3 salles de classe de plus dans le village et ça fera en tout 63 qu'on a construit depuis la création de l'association. L'avenir du projet, après ce premier projet pilote cette année dans le village d'Ambam et Saobam, l'idée serait que Yega et Sourire d'enfants continuent à venir au moins sur une période de 5 ans pour la construction donc, de latrines, d'un bâtiment destiné au lycée et d'un point d'induction en eau. Au village, il y avait régulièrement des matchs de football masculin et les filles du village sont venues nous proposer de faire un match féminin contre nous. Donc forcément, on a accepté et on s'est retrouvés à jouer où à partir de la mi-temps, il y a eu un gros orage avec des averses non-stop. Et on s'est dit, on continue le match jusqu'au bout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lot en jeu, c'était un ballon contre 2 hérissons. Donc c'était un challenge de taille. Et du coup, on s'est retrouvés à glisser partout sur le terrain. On était complètement trempés, mais pour nous, c'était vraiment un réel bonheur. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'était le plus beau des souvenirs au village.
voyage, c'était pas uniquement un chantier, c'était aussi une occasion de rencontrer les gens du village et de discuter avec eux de leurs conditions de vie. En plus du chantier, on a réalisé des missions d'audit dans le village dans lequel on était pour pouvoir sonder un peu la population, car on mène un projet pilote aujourd'hui qui va continuer sur 5 ans. Et on a des projets par exemple de latrines, donc on a dû identifier les problèmes pour la population, savoir pour les jeunes ce que c'était l'hygiène, etc., ainsi que pour les parents. C'est pourquoi, comme l'a dit Julie, on a mené un audit et c'est là qu'on a pu découvrir qu'en fait le problème n'était pas forcément juste un manque d'éducation, c'est aussi un manque de matériel. Ça va être par exemple un manque de poubelle parce que les enfants savent qu'il faut jeter les déchets à la poubelle mais n'ont pas de poubelle. Un manque de savon, ils savent qu'il faut se laver les mains mais ils n'ont pas de quoi le faire et donc ça pourra éventuellement nous donner des idées pour les années à venir. On saura quoi leur amener cette fois. D'un point de vue logistique, nous avons rencontré un problème sur la livraison du matériel sur le chantier, notamment sur le coût. Parce que la route étant très désenclavée, on n'a pas pu à temps prévoir ça et le transport notamment du ciment nous a coûté très cher. Et je pense qu'à l'avenir, on devrait prévoir les livraisons 2-3 mois à l'avance pour stocker sur le chantier et comme ça on ne se retrouvera plus à court de sable, comme ce qui est arrivé sur le chantier cette année. Donc je pense que c'est la seule solution actuellement. Niveau matériel, on était très limité. Par exemple, on n'avait pas d'échelle ou d'échafaudage. On a dû se servir des tables de classe. Nous n'avons pas aussi de balai classique. On a dû se servir de balai traditionnel. Et aussi, on a beaucoup manqué de pinceaux pour pouvoir réaliser la peinture toute en même temps. On a rencontré pas mal de soucis logistiques sur le chantier, notamment dû au fait que nous étions vraiment enfoncés dans la forêt, très reculés et les routes étaient vraiment impraticables. D'autant plus qu'on dépendait beaucoup de la météo lorsqu'il pleuvait et c'était la saison des pluies. C'était impossible de circuler avec les camions qui transportaient les matières premières. Donc le chantier a dû prendre pas mal de retard et les coûts ont été augmentés. Ce qui manque dans cette école encore, après les 3 salles de classe rénovées, c'est des latrines, points d'eau, aménagement en table-banc et enceinte autour de l'école. Parce que je pense qu'il est préférable dans un village comme celui-là de pouvoir sécuriser le périmètre de l'école pour que l'enfant puisse se sentir à l'école et non à l'extérieur de l'école. Donc éviter en fait que les gens rentrent dans l'école n'importe comment et donner un cadre sécuritaire à l'enfant. C'était l'aventure, même si nous, on a quand même pas mal de chance par rapport aux habitants du village. On était logés dans des maisons en dur où tous les soirs, on avait un groupe électrogène qui nous mettait quelques heures d'électricité. Eux, on voyait qu'ils étaient dans des maisons en bois, à même la terre battue. Concernant le réseau, on n'a pas pu donner de nouvelles à nos parents pendant 3 semaines parce que là-bas, on était vraiment très reculés. Et au niveau de l'hygiène, on avait quand même aussi quelques améliorations par rapport à eux. Même si nous, on se douchait avec l'eau de la rivière et l'eau de pluie, on avait quand même tout dans notre maison où on se douchait avec les seaux. Eux, parfois, devaient carrément se déplacer jusqu'à la rivière. Et pour les toilettes, c'est pareil. Nous, on avait quand même les toilettes dans la maison, même s'il fallait tirer la chasse avec le seau d'eau. Eux, parfois, avaient des fosses communes où c'était juste un trou où, pour faire leurs besoins et tout le village avait quasiment les mêmes toilettes. Est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire qui vous êtes? Je crois que me présenter, c'est tout simple. Je suis Jean-Pierre Ndongozanga, je suis de Mbamé Sabam au Cameroun. Je suis développeur de projet, président d'une entreprise plus ou moins connue à l'international, Zimcor. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci. Ce village, le village de Mbamé Sabam, dans la commune d'Ambam, a été choisi parce que j'ai sollicité cela de mon fils, qui travaille en collaboration avec des associations d'étudiants en France. J'ai vu comment ils ont réalisé avec succès et brio la réalisation des infrastructures. Je leur dis merci. Ça y est, en soi, c'est une fin de chantier ici pour l'équipe Yega et Sourire d'Enfant. Malheureusement, l'école n'est pas terminée par manque de moyens, donc on a pu le voir un petit peu tout au long de tout ce qu'on a vécu ici. Il manque les tables et les chaises à l'intérieur, les tableaux, pas mal de choses. Donc là, ils espèrent pouvoir faire appel à d'autres associations pour pouvoir financer ce qui manque ici dans l'école. Mais en tout cas, on a pu voir le travail vraiment acharné des filles et des locaux aussi ici et de l'association Sourire d'Enfant qui a permis de pouvoir rénover en fait ce bâtiment. Et visuellement, aujourd'hui, il est assez propre, il est plutôt agréable pour les futurs enfants. Donc on espère qu'ils vont trouver les fonds rapidement pour pouvoir finaliser toute cette école. Et maintenant,
Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette aventure. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé pendant 28 jours ici et il est temps pour eux et pour nous de découvrir un petit peu plus le Cameroun et on part pour 7 jours de road trip. Alors ça va derrière? Ça va devant. Dans un voyage, c'est toujours un peu difficile de quitter un endroit où on a vécu. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas vécu très longtemps, mais les filles ont tissé des liens assez importants avec les villageois. Et quand on est parti, c'était forcément un peu un crève-cœur, mais on ne savait pas en plus si on allait revenir un jour ou pas dans ce village-là. Et c'est cette partie qui est vraiment difficile. Mais voilà, on savait ensuite que nous, on allait pouvoir vivre une belle expérience avec la suite de notre trip et que l'année prochaine aussi, une autre partie de l'association allait revenir pour continuer ce projet-là. Et donc nous, on a continué notre voyage, on est parti à Yaoundé pour débuter la suite de notre road trip et découvrir en quelque sorte un peu plus le Cameroun. Après les 3 semaines de chantier, on a eu la chance de faire un petit road trip pendant notre dernière semaine au Cameroun. Le premier jour, on est resté à Yaoundé et on a visité le musée national de Yaoundé. C'était vraiment super intéressant. On a eu une visite guidée par un homme passionné de l'histoire du Cameroun. C'est assez rigolo parce que dans ce musée, c'est pas du tout comme en France, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de barrière. On peut tous toucher les œuvres. Le guide lui-même a commencé à jouer du tambour sur un tambour qui datait de plusieurs siècles. Donc ça nous a vraiment étonnés, c'est pas du tout le genre de choses qu'on fait nous en France dans les musées. Après avoir visité Yaoundé au début de notre road trip, on s'est rendu à Kribi, du coup une station balnéaire au Cameroun. On a eu l'occasion un peu de marcher au bord des plages, etc., de voir un peu la ville. Et on avait une sortie de prévue aux chutes de Laobé, du coup un patrimoine de l'UNESCO. On a eu l'occasion du coup de prendre des pirogues tous ensemble avec des locaux. C'était un peu bancal, donc c'était marrant. Donc en plus on a pu voir ces superbes chutes et visiter un peu toute la côte. On a eu l'occasion de vivre une expérience assez cool. Donc on a pris des pirogues pour aller sur la rivière de la Lobé. C'était une balade très agréable et ça nous a permis d'aller voir une tribu de pygmées. C'était une expérience assez inédite qui nous a permis de nous plonger un peu plus dans la culture camerounaise. Et donc on a eu l'occasion de voir où ils vivaient, leur mode de vie, leur façon de cuisiner et aussi de découvrir qu'ils parlaient une autre langue.
Là derrière moi, on a visité une maison de pygmées et on s'aperçoit quand même du manque de confort qu'il peut y avoir sur place. Pour clôturer notre aventure, on est parti de Kribi et on a fait 4 heures de route pour aller à l'île aux singes. C'est un endroit unique au monde qui est destiné à la préservation des chimpanzés. C'est vrai que pour moi, il y avait une chose que j'attendais absolument dans ce voyage-là, c'était de pouvoir aller enfin chez Papaye International, donc une association qui permet de préserver des chimpanzés. Et c'est un projet que j'avais en tête depuis un moment, j'avais déjà discuté avec la présidente de l'association, on devait déjà s'y rendre exclusivement pour ce projet-là. Malheureusement, à cause du Covid, ça n'a pas pu se faire puisqu'on sait que les chimpanzés sont très proches de l'homme, donc la transmission de maladies est très simple, très facile. Donc on n'a pas pu le faire il y a quelques mois. Et là, en fait, c'était l'occasion parfaite de pouvoir déjà découvrir ce lieu. Malheureusement, on n'a pas pu être en éco-responsable, c'est-à-dire être au sein du projet vraiment, de pouvoir avoir le contact physique avec les chimpanzés. Mais déjà, pendant une après-midi, on a pu les approcher un petit peu de loin en pirogue, voir comment ils fonctionnaient, comment fonctionne un petit peu l'association, les nourrir et surtout en fait, de découvrir ces animaux d'aussi près. Et pour moi, ça m'a vraiment convaincu d'y retourner et d'y passer au moins 15 jours dès que possible pour vivre, à mon avis, ce qui est une des aventures, qui sera à mon avis une des aventures les plus folles de ma vie, d'être au contact de ces chimpanzés. Du coup, Papaye, c'est une ONG, France et Cameroun, qui s'occupe pour préserver les chimpanzés. Donc ceux qui ont été braconnés, soit pour la viande, soit pour animaux de compagnie. Okay. Nous ici, on a la chance d'avoir des îles, donc du coup, on peut les mettre en semi-liberté. Donc on les réintroduit sur des îles pour qu'ils puissent vivre comme dans un groupe normal, sauf que du coup, ils sont protégés par l'eau. On essaye de faire un peu de sensibilisation au village d'à côté, tout ça. Donc ils nous connaissent tous, de toute façon, les villages. Ils savent que c'est nos chimpanzés, donc on est protégés là-dessus. Et voilà, on récupère les jeunes orphelins, on leur apprend à vivre en forêt, on doit leur donner le lait, bien sûr, quand ils sont trop jeunes. Et ensuite, on leur apprend à la communication, à s'intégrer avec leur groupe, à être un vrai chimpanzé, en fait. Ok, et est-ce qu'ils se reproduisent un peu sur place ou pas? Nous, pour le moment, on a encore de la reproduction parce qu'on a encore de la place. À terme, on n'aura plus de place et des problèmes de consanguinité, donc ce sera dans du long terme un problème. Pour le moment, on est encore loin, on a encore le temps là-dessus. Et là, vous avez combien de singes sur place? 36. 36 chimpanzés. Ouais, c'est fantastique.
C'est vrai que là, on n'a pas pu vivre ce voyage éco-responsable que je rêve de faire un petit peu plus tard. On est vraiment au cœur du projet. Cette fois-ci, c'était juste, on va dire, une visite touristique, mais qui est déjà excellente pour pouvoir rentrer en contact avec ces chimpanzés et qui est pour eux, pour l'association, primordiale parce que c'est aussi un moyen de pouvoir récolter un petit peu des fonds pour pouvoir les aider au quotidien, pour acheter de la nourriture, les soins, etc. Enfin, tout ce dont ils ont besoin. Donc ici, en fait, j'ai retrouvé un peu le concept du safari qu'on a pu faire en Zambie ou au Kenya et où tu peux approcher les animaux mais tout en les respectant un maximum. Cette fois-ci, on sait que le contact forcément physique était totalement interdit et le fait d'accéder en pirogue sur ces îles, alors là-bas il y a 3 îles aux singes, on a pu en visiter 2, et est totalement fantastique parce qu'on est à une dizaine de mètres d'eux et on voit aussi que les personnes qui gèrent l'association, qui sont avec nous, leur donnent à manger 2 fois par jour si je ne me trompe pas et donc ils peuvent leur lancer les bananes, etc. En fait, c'est super marrant à la fois, on voit les chimpanzés qui sont là, qui rattrapent les bananes en l'air, enfin, c'est des trucs géniaux, mais à la fois c'est vraiment ultra naturel, c'est une façon, on va dire, amusante de pouvoir le faire, mais tout en les respectant. Et pour les touristes, c'est génial parce qu'ils peuvent vraiment les approcher et les voir sans aucun problème. Les animaux, ils sont nourris d'une façon un petit peu amusante aussi, ça permet aussi de les divertir parce qu'il faut beaucoup divertir les chimpanzés. Et sur place, c'est aussi ce qu'ils font et c'est ce qu'on souhaite découvrir quand on y retournera, où ils leur apprennent pas mal de choses, à jouer des fois au ballon, à casser des noix de coco, donc ils ont besoin de ce divertissement-là. Et donc pour nous, c'était assez dingue de pouvoir les approcher, pour moi de réaliser des clichés que je rêvais vraiment de faire. Et encore une fois, ça m'a vraiment convaincu et j'ai trop hâte d'y retourner. C'était vraiment un événement unique pour clôturer notre voyage. J'étais presque émue quand je les ai vus, de réaliser vraiment qu'ils étaient vraiment en face de nous. De les voir autant heureux et épanouis, en fait, on voyait vraiment qu'ils sont en liberté dans leur habitat naturel. Ce voyage, c'est vraiment le voyage humanitaire comme je le voyais, comme je ne l'avais jamais vraiment fait non plus. Et je ne regrette absolument pas d'avoir participé à ce projet-là. Ça prend du temps, c'est pas mal aussi d'investissement forcément, mais en fait derrière, encore une fois, on apprend énormément de choses des autres, que ce soit les filles avec qui on a travaillé sur place, ou les locaux, ou les villageois, les enfants, etc. On apprend pas mal de choses et on grandit encore une fois, et c'est pour ça que je conseille un maximum de personnes de faire ce genre de voyage-là. On me pose souvent la question sur ce voyage, comment faire pour aider, etc. N'hésitez pas à regarder sur Internet, il existe plein d'associations qui font des voyages humanitaires comme ça. Forcément, ça va vous coûter un petit peu d'argent parce que c'est vous qui allez autofinancer votre voyage, votre billet d'avion et pourquoi pas aussi peut-être le logement, la nourriture sur place. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, ces voyages humanitaires-là. Vous apportez un petit peu de moyens financiers et surtout de votre temps et de la force physique parce qu'ici, c'est ce que les filles ont vraiment donné pour la construction de l'école. Pour nous, c'était surtout la participation, création de contenu pour pouvoir les aider un maximum, pour pouvoir communiquer pour les années suivantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets comme ça, honnêtement, ça peut changer une vie. Ce qui m'a attirée dans ce projet, c'est le côté humain, découvrir des nouvelles expériences, découvrir des nouvelles personnes qui n'ont pas forcément la même culture que moi, un nouveau pays, de nouveaux paysages, de nouveaux projets, une nouvelle façon de penser. J'ai voulu participer à cette aventure dans un premier temps car j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire et ma sœur a l'année précédente participé à ce projet, donc j'ai voulu aussi m'y investir. Alors j'avais vraiment envie de changement, d'être complètement dépaysée de ce que je pouvais vivre en France et je pensais qu'un pays d'Afrique où on était quand même assez coupé du monde, on vivait beaucoup en autarcie, ça pouvait être une expérience très enrichissante. L'humanitaire a été ce qui m'a motivée à intégrer ce projet. C'est vrai que quand l'opportunité s'est présentée à moi, j'ai directement voulu la saisir car je ne sais pas si j'aurai le temps plus tard pour pouvoir me réinvestir dans un tel projet et prendre autant de temps pour venir y participer. Alors moi j'ai voulu faire ce projet puisque depuis toute petite j'ai voyagé dans beaucoup de pays différents, par exemple en Asie, en Amérique, mais j'ai jamais voyagé en Afrique et c'était pour moi une première. Lorsque j'ai vu ce projet, j'ai tout de suite voulu postuler et partir à l'aventure. J'ai déjà eu l'opportunité de voyager dans des zones rurales au Cambodge et c'est ce qui m'a vraiment motivée à faire un voyage humanitaire. Et quand j'ai appris l'existence de Yega tout à fait par hasard, j'ai foncé, je me suis dit que ce serait une expérience extraordinaire et j'ai pas du tout été déçue du voyage. Pour moi, c'était une expérience encore plus grandiose parce que c'était la première fois que je quittais l'Europe. Moi aussi, c'était la première fois que je quittais l'Europe. En plus, pour moi, c'était vraiment la première fois que je prenais l'avion, donc c'était vraiment la grosse aventure de A à Z.
On a pas mal discuté avec les villageois et ils nous ont dit qu'au niveau de la nourriture, il ne manquait à peu près de rien parce qu'il y a tout ici au Cameroun. Par exemple, il y a toutes les sortes de fruits qui existent et même au niveau de la viande, il y a de tout aussi pour manger. Et une chose qui, moi, personnellement, m'a vraiment choqué, c'est quand on a su que certains d'entre eux allaient chasser des pangolins, allaient chasser des gorilles, allaient potentiellement chasser peut-être des panthères, et même des singes, tous des animaux qui sont protégés pour pouvoir les manger, alors qu'en fait ils ont toute la nourriture disponible avec d'autres animaux comme des cochons, des poulets, des antilopes, etc., qui sont eux des animaux qui ne sont pas menacés, et en fait n'ont pas aussi cette conscience qu'il faut protéger la nature. On a pu le voir donc avec les déchets, mais cette fois-ci avec le côté plutôt animalier. Et on l'a vu par exemple sur un marché, on a vu 2 singes morts étalés en vente sans aucune impunité en fait. Donc c'est ça qui est choquant, c'est qu'à la fois ils ne se cachent pas de faire ce genre d'action parce que pour eux ça leur paraît logique. Et je pense que peut-être personne ne leur a jamais dit que c'était interdit de tuer des singes ou de tuer un pangolin. Et donc le vendent comme ça en vente libre devant tout le monde, devant la police qui peut passer et qui eux ne va rien leur dire. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est très compliqué à comprendre aujourd'hui ici. Et j'espère qu'un jour, l'éducation va se développer pour pouvoir leur expliquer qu'il ne faut pas faire ça parce qu'il faut préserver ces animaux. Parce que sans ces animaux-là, en fait, l'écosystème peut s'écrouler et donc l'humain peut aussi s'écrouler. Au niveau des singes, ça m'a particulièrement touché parce que je savais que dans notre voyage, on allait avoir l'opportunité d'aller rencontrer l'association Papaye International qui a pour but de préserver ces animaux-là. Et je me dis que c'est assez fou en fait dans le même pays qui est une organisation qui est là pour préserver ces singes-là et que la plupart des gens ici ne sont pas conscients qu'il faut les préserver et les tuent en fait et les vendent et les mangent sans impunité. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment choqué dans ce voyage. C'est en étant vraiment sur place qu'on se rend compte de pas mal de choses et ici forcément c'était lié à l'éducation avec cette construction de l'école. Et on nous a expliqué que c'est la même chose encore à Madagascar, que dans des lieux vraiment reculés comme ça, il n'y a pas de professeurs qui viennent et c'est souvent des parents, des élèves qui viennent éduquer les élèves qu'il y a. Donc forcément, ils n'ont pas la bonne formation pour pouvoir leur donner la bonne éducation. Et donc il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Parfois, on peut leur donner des indications, mais malheureusement, ils n'ont pas les outils derrière pour pouvoir les appliquer. Ou parfois, peut-être, on ne leur dit pas non plus. Moi, j'ai été choqué au niveau écologique, par exemple. On a vu des déchets absolument partout. Et en fait, il y a pas mal de choses parce qu'il n'y a rien qui est mis en place. Dans les rues, on n'a vu aucune poubelle. J'ai vu 2 camions poubelles en 10 jours. Et donc, en fait, je me dis que déjà, il n'existe pas grand-chose pour pouvoir gérer tous ces déchets-là. Et ensuite, il y a une conscience personne n'a cette conscience en fait écologique parce que peut-être soit on leur dit pas assez, soit ils n'ont pas les moyens pour. C'est assez compliqué en tout cas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment choqué. En fait, outre l'éducation qu'on peut avoir à l'école, il y a aussi l'éducation qu'on peut avoir à la maison grâce à nos parents, à nos grands frères, à nos grandes sœurs, etc. qui vont nous expliquer qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Tous les gens que j'ai vus dans la rue, j'ai vu aucune personne consciente de se dire il y a un papier par terre, il y a des poubelles, il y a des bouteilles en plastique de partout, dans la mer. J'ai vu des gens au bord de l'eau marcher à côté des bouteilles et personne ne les regardait, ils pensaient que c'était logique. Et je pense donc que c'est vraiment primordial que l'éducation se développe à ce niveau-là parce qu'il y a des règles fondamentales en fait à connaître et j'ai l'impression qu'on ne leur partage pas. Et ensuite, je pense que le gouvernement a aussi une responsabilité derrière pour pouvoir mettre en place des choses, pour pouvoir les aider et donc leur expliquer comment ça fonctionne et ensuite potentiellement pourquoi pas mettre plus de poubelles parce que j'en ai pas vu du tout et un système plus performant pour pouvoir ramasser ces poubelles et éviter tous ces déchets qu'on peut voir au quotidien au Cameroun. Moi j'avais une question, c'est vrai que j'ai pas mal voyagé dans le monde et c'est vrai qu'ici aussi j'ai vu quelque chose qui m'a pas mal choqué, c'est le nombre de déchets qu'on peut observer. Recycler, traiter, c'est... D'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que l'éducation a un rôle à jouer dans ce problème-là qu'on voit ici? Oui, déjà au niveau des apprenants, il est nécessaire qu'on mette encore un très grand accent sur les enseignements relatifs à la protection de l'environnement. L'environnement, c'est d'abord une question
d'information et d'éducation. Sinon, si on ne fait pas attention, c'est la fin des temps, c'est la fin du monde. Si on ne fait pas attention aux questions environnementales, nous n'aurons plus d'oxygène, nous aurons des inondations, l'économie ne marchera pas, les hommes se porteront mal, ce sera la fin de la civilisation. Et nous, on y tient. Ce qui fait que nous, au niveau de mes entreprises, j'y mets un grand accent. Lorsque une activité peut être structurée de manière à protéger l'environnement, je suis partant. Au niveau de... Vous savez, Tiambam Saba, mon village, nous sommes au cœur de la forêt. C'est la forêt du bassin du Congo. C'est le deuxième poumon économique après l'Amazonie de la planète Terre. Vous avez remarqué, pour faire du feu de bois, il faut couper les arbres. Il faut. Et nous, au niveau de mes entreprises, j'ai un des volets de mes projets qui consiste à produire du méthanol. Le méthanol ne nous servira pas seulement à vendre ou à le disposer pour fabriquer d'autres sous-produits, si possible l'hydrogène. Le méthanol que nous produisons, nous sommes en négociation avec l'État, devra servir à faire du feu pour se substituer au feu de bois. Il coûte moins cher. À titre d'exemple, nous, dans notre étude, il coûte moins de 200 francs, c'est-à-dire moins de 300 € le litre. La bonbonne de 10 litres coûte à peine 2000 francs CFA, c'est-à-dire combien d'euros l'étudiant 3 €. 3 € pour faire de la cuisine pour une famille de 6 personnes. D'abord, c'est économique et ça va éviter, ça va empêcher les familles de continuer à couper du bois et à détruire la forêt, ce beau patrimoine. Donc, à tous les niveaux, nous essayons de contribuer à la protection de l'environnement. Il n'y a pas que les aspects de la santé, parce que la fumée de feu de bois rend nos femmes malades, mais il y a un aspect environnemental très important. Il faut progressivement mettre fin à la coupe des bois pour faire du feu de bois. Ça détruit terriblement notre patrimoine forestier. Et nous en avons besoin. Et la terre entière en a besoin. Les gens ont besoin de cette forêt pour vivre. Il faut la protéger. Je sais que ce projet ne changera pas le monde, mais si chacun apporte sa pierre à l'édifice, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut l'améliorer. Je pourrais conclure à dire que nous n'avons pas la prétention de pouvoir changer le Cameroun. On n'a pas cette prétention-là. Mais comme Mère Teresa le disait, une goutte d'eau dans l'océan n'a l'air de rien, mais sans cette goutte d'eau, l'océan n'existerait pas. Donc on ne peut pas changer les choses, mais on peut changer des choses. Donc Souri d'Enfants a donc décidé de travailler à son petit niveau pour réaliser ce genre de projet. Et si chacun pouvait s'y impliquer, je pense que chacun à son niveau, le Cameroun pourra devenir un autre pays.